Enterrer des fruits en plein milieu du Sahel. Est-ce de la folie ou un acte de courage? Imaginez la scène, 100 tonnes de pastèques disparues sous le sable brûlant du désert. Ce n'est ni une fable, ni une hallucination, ni un conte pour effrayer les enfants. Non, c'est une réalité qui a secoué le Burkina Faso, un acte si singulier que le monde entier a retenu son souffle, ou a éclaté de rire. Sur les réseaux sociaux, les moqueries ont fusé. Les médias étrangers ont crié au scandale. Gaspillage, sabotage, crime contre un peuple affamé. On a vu des journalistes comparer la scène à une tragédie antique, d'autres à une farce absurde digne du théâtre de l'absurde. Mais derrière le tumulte, un geste profond. Ce n'est pas le désespoir qui a guidé cette main, c'est l'audace. Le Burkina Faso a baptisé l'opération Projet Oasis. Un défi lancé à la logique de la dépendance, un refus catégorique de la fatalité. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique tente de casser ses chaînes, mais rarement un symbole a été aussi fort et aussi énigmatique. Pourquoi enterrer des fruits alors que tant de bouches crient famine? Ici, chaque pastèque enfouie n'est ni une erreur, ni une perte sèche. C'est un pari, risqué certes. Tout pourrait s'effondrer, ressources précieuses englouties, réputation ternie devant le monde entier. Mais peut-être, aussi, la chance de rompre enfin le cercle vicieux où l'Afrique tend la main pour obtenir ce qu'elle possède déjà. C'est une rupture avec une tradition vieille de plusieurs décennies, celle qui impose d'attendre, d'espérer, de dépendre de ce que d'autres veulent bien accorder. Folie, disent certains. Début d'une révolution, rétorquent d'autres. Une révolution silencieuse qui ne se joue ni sur les champs de bataille, ni dans les parlements, mais dans la terre même. En enterrant ses fruits, le Burkina Faso tente de reprendre le pouvoir de choisir, de briser ses chaînes. C'est un bras de fer invisible, mais implacable, qui se joue entre ceux qui veulent maintenir le statu quo et ceux qui rêvent d'un autre avenir. Derrière ce geste spectaculaire, une logique nouvelle se profile. Prêt à découvrir la véritable histoire du projet Oasis. Pour comprendre ce pari insensé, il faut remonter à la source. Pourquoi le Burkina Faso a-t-il choisi d'enterrer ses propres récoltes? Et que cherchent vraiment ses instigateurs? Pourquoi le Sahel reste-t-il pris au piège, coincé entre sécheresse et dépendance? Dans ces immensités brûlées, la terre du Sahel ne sait plus nourrir la vie. Depuis des décennies, la pluie se fait rare. Les sols meurent, dévorés par la soif et l'épuisement, tandis que la diversité disparaît. Ici, chaque saison ressemble à un sursis. Les anciens se souviennent d'une époque où la savane était verte, où les troupeaux paissaient sans craindre la disette. Aujourd'hui, la poussière ronge tout, les villages, les cultures, même la mémoire. Pourtant, le véritable piège n'est pas que dans le ciel. Il s'étend dans les contrats, les accords, les cargaisons d'engrais qui traversent les continents. L'agriculture, colonne vertébrale de la région, dépend chaque année d'engrais venus de loin. Il faut attendre que les camions franchissent des frontières, que les prix se décident à Paris, à Moscou ou à Pékin, que des signatures étrangères dictent la fertilité locale. C'est une réalité qui se répète chaque année, un rituel imposé par la mondialisation. Le début de chaque saison est un pari. Parfois, les engrais arrivent trop tard ou valent le double d'une récolte. Parfois, ils n'arrivent jamais. Alors, les champs restent stériles, les familles espèrent une aide extérieure et la faim devient une menace invisible. Les décisions vitales se prennent ailleurs, loin de la poussière, loin du courage de ceux qui sèment chaque jour. Cette situation n'est pas propre au Burkina Faso. Le Mali, le Niger, même le Sénégal partagent ce fardeau. Cette dépendance n'est pas anodine. Elle étouffe la souveraineté agricole et réduit l'avenir de millions de personnes à quelques signatures internationales. Plus grave encore, elle expose le Sahel aux humeurs des marchés, des politiques et des guerres étrangères. Ici, la stabilité dépend de décisions prises à des milliers de kilomètres. L'histoire regorge d'exemples de crises alimentaires provoquées non par la nature, mais par des retards logistiques, des hausses de prix arbitraires ou des sanctions imposées à l'autre bout du monde. Rester sur cette route, c'est accepter que la sécurité alimentaire soit un jeu de hasard.
C'est renoncer à la dignité, laisser filer le pouvoir de décider de son destin. La région tout entière risque de sombrer, piégée par la dépendance et la résignation. De nombreux experts, comme Amadou Hampâté Bâ ou Wangari Maathai, ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Sans autonomie, il n'y aura jamais de paix durable. Mais un geste insolite fait soudain irruption, comme un défi lancé au fatalisme. Et si la solution ne venait pas d'un nouveau camion d'engrais, mais d'un fruit oublié? Et si, au lieu de subir, on transformait la contrainte en force? Au Burkina Faso, la pastèque, longtemps cantonnée au statut de simple friandise, prend soudain une place inattendue. Pourquoi enterrer des pastèques dans le désert? Ce geste, loin d'être absurde, va bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur la souveraineté et la fertilité du Sahel. Un fruit d'été, banal, juteux. Et si c'était l'arme secrète contre l'avancée du désert? Ce pari, le Burkina Faso vient de le tenter, en ensevelissant sous le sable du Sahel des centaines de pastèques. Pour beaucoup, c'est une absurdité totale. Mais pour ceux qui vivent là, chaque fruit enfoui devient un acte de survie, un geste porteur d'espoir. L'histoire retient d'autres exemples où des solutions jugées absurdes se sont révélées géniales. Souvenez-vous des premiers barrages du Nil ou de la riziculture irriguée au Mali. La pastèque, sous sa peau épaisse, dissimule une force insoupçonnée. Composée à près de 90% d'eau, elle transporte une réserve vitale. Mais elle offre plus: minéraux, carbone, fibres, tout ce dont la terre assoiffée a besoin pour renaître. Au fil du temps, les agronomes ont découvert que la décomposition de ce fruit libère lentement des éléments essentiels au sol, créant une sorte de perfusion naturelle pour les racines assoiffées. Enfouie dans la terre sèche, la pastèque se transforme en source lente d'eau, nourrissant goutte à goutte les racines qui luttent pour survivre. Sa décomposition réveille aussi une armée invisible. Microbes, champignons, tous transforment le sable en un humus vivant. Le sol retient mieux l'humidité, la vie revient là où tout semblait perdu. Ce mécanisme rappelle celui du compostage traditionnel, mais adapté à l'extrême aridité. En Inde, dans le désert du Rajasthan, des pratiques similaires ont permis de reverdir des zones entières. Les premiers résultats ont frappé les agriculteurs. Là où les pastèques ont été enterrées, l'humidité du sol a persisté 2 fois plus longtemps qu'ailleurs. Le mil et le sorgho ont germé plus vite. Les racines ont plongé plus profond. La vie microbienne est réapparue dans des terres jugées mortes. Un agriculteur, Moussa Traoré, témoigne: « Avant, la terre était dure comme la pierre. Maintenant, elle sent bon. Elle respire. » Ce que beaucoup voyaient comme du gaspillage devient alors un coup de génie. Les pastèques invendues, abîmées, pourries, laissées pour compte sur les marchés ou sous le soleil, se transforment en ressources écologiques. Plus besoin d'engrais coûteux venus de loin. Le Burkina Faso mise sur ses propres moyens et brise les chaînes de la dépendance. On réutilise ce qui aurait fini en décharge ou nourrit les chèvres, et on le transforme en richesse pour la communauté. Ce projet répond à 2 urgences d'un même geste. Il réduit le gaspillage alimentaire en donnant une seconde vie aux fruits rejetés, et il régénère la terre, rendant au désert la capacité de nourrir ses habitants. Ici, pas d'attente d'aide extérieure ni de solutions imposées. C'est une approche low-tech, mais puissante, qui rappelle les initiatives de permaculture en Australie ou les jardins de pluie au Brésil. Mais ce pari scientifique, local et radical, n'est pas sans risque. S'il réussit, il ouvre la voie à plus d'autonomie, d'innovation, à la reconquête de la souveraineté alimentaire. Mais l'échec serait vu comme une imprudence, voire une trahison. Et certains dénoncent déjà un sabotage sous couvert d'expérimentation. Les détracteurs rappellent les fiascos passés, comme l'introduction du coton transgénique au Mali, qui avait ruiné de nombreux paysans. Derrière chaque pastèque enterrée, il y a plus qu'une technique. C'est un acte politique, une déclaration de dignité, une provocation adressée à ceux qui voudraient maintenir le pays dans la dépendance. L'histoire se souvient d'autres gestes de rupture. Le refus du cacao bradé en Côte d'Ivoire, le boycott du sel en Inde par Gandhi. Ici, le fruit devient drapeau, la terre devient saine.
un geste aussi fort ne pouvait pas rester discret. Très vite, l'expérience agraire devient un symbole qui divise, au Burkina Faso comme à l'international. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car en coulisses, des forces opposées s'activent, prêtes à tout pour faire échouer cette initiative inattendue. Quand une simple pastèque enterrée fait vaciller tout un continent, au Burkina Faso, le projet Oasis explose dans l'actualité. D'un côté, des pionniers défendent l'enterrement de 100 tonnes de pastèques dans le Sahel, un geste radical, un refus de la soumission, l'affirmation de la dignité. De l'autre, les critiques dénoncent un immense gaspillage dans un pays où chaque repas est précieux et accusent le gouvernement de folie irresponsable. Les débats rappellent ceux sur le refus des OGM au Burkina Faso ou la gestion du barrage de la Volta au Ghana. Le débat s'enflamme partout, sur les radios communautaires, les plateaux télé, jusque sur les marchés balayés de poussière. Politiques, paysans, chercheurs, familles, chacun questionne. Peut-on sacrifier autant de nourriture, même invendue, au nom d'une promesse écologique? Les images de fruits engloutis provoquent l'indignation. Mais les défenseurs répliquent, habités par une foi nouvelle. Ils citent des exemples. Au Rwanda, la valorisation des déchets agricoles a permis de doubler la production de bananes. En Égypte, la transformation du compost a ressuscité les terres du delta du Nil. Puis, les premiers résultats scientifiques tombent. Les sols traités montrent une fertilité accrue, une humidité préservée malgré la sécheresse, et des pousses d'une vigueur inédite. Les sceptiques hésitent. La preuve, timide mais réelle, s'infiltre. Le doute change de camp. L'université de Ouagadougou publie un rapport. Sur 3 mois, l'humidité du sol a augmenté de 30%, la biomasse microbienne de 20%, le rendement du mil de 15%. En quelques jours, l'écho du projet Oasis franchit les frontières. Au Mali, au Tchad, au Niger, dans des universités et sur de nouveaux terrains, des étudiants et jeunes agronomes s'emparent de l'idée. Ce qui n'était qu'une extravagance burkinabé devient le rêve d'une Afrique qui crée sa propre fertilité, sans dépendre d'importations ni de recettes étrangères. Des ateliers s'organisent, des échanges de semences et de techniques se multiplient. L'Union africaine se penche sur le dossier. L'international s'agite. À l'ouest, on raille. L'Afrique qui enterre son petit déjeuner. Chroniqueurs et experts moquent, opposant la naïveté locale à la toute-puissance des engrais industriels. Mais ailleurs, en Asie, en Amérique latine, certains perçoivent un espoir. Des solutions nées du terrain, accessibles à tous, loin des géants de l'agro-industrie. Des organisations non gouvernementales, des paysans, applaudissent l'audace du Burkina Faso et proposent leur appui. Au Brésil, des collectifs lancent des campagnes de solidarité. Plantez vos fruits gaspillés, régénérez la terre. Dans l'ombre, un document confidentiel fuite. Un mémorandum d'un lobby international des engrais alerte sur le danger. Si le Burkina Faso fait école, c'est la menace de milliards perdus pour l'industrie. Déjà, des stratégies s'élaborent. Campagne pour décrédibiliser le projet, pression sur les gouvernements, multiplication des études critiques. Désormais, la bataille dépasse les laboratoires. Elle touche au pouvoir, à l'argent, à la réputation. On évoque des campagnes de désinformation, similaires à celles lancées contre l'agroforesterie au Kenya. Dans les villages, les émotions oscillent. Certains accusent les dirigeants d'agir sans filet, d'autres découvrent une fierté inédite. Et si le pays prouvait au monde entier que l'impossible était possible? Les résultats des sols rassurent. La vie renaît. La promesse n'était pas vaine. Une question s'invite. La vraie richesse, n'est-ce pas cette capacité à transformer l'inutile en ressources, à changer l'histoire par le courage? L'enjeu est immense. Contrôler le marché des engrais, redéfinir le progrès, défendre l'image du Burkina Faso. Plus encore, il s'agit d'offrir au peuple la possibilité de choisir leur avenir, de sortir de la dépendance, de revendiquer leur souveraineté. Les débats s'enflamment aussi à l'Assemblée nationale, où les députés réclament une commission d'enquête. Tandis que la polémique enfle, la transformation avance en silence, tapie dans la poussière du Sahel.
C'est dans le secret des champs que se joue la suite de cette révolution, loin des regards, mais sous le regard du monde entier. Les agriculteurs s'organisent en coopérative, développent des ateliers de formation et commencent à documenter leurs résultats pour convaincre les sceptiques. Mais chaque victoire s'accompagne de nouveaux défis. Alors que la saison suivante approche, la question se pose. Jusqu'où le Burkina Faso et ses alliés oseront-ils aller? Et si chaque citoyen devenait acteur du changement, une pastèque à la fois? Ce qui n'était qu'une expérience isolée dans un laboratoire agricole est devenu une vague silencieuse mais contagieuse. À Waïgouya, à Tenkodogo, jusqu'aux hameaux oubliés, la mobilisation s'étend. Anciens combattants, coopératives féminines, enseignants, tous tissent une alliance. Le projet ne concerne plus une poignée de techniciens. Il appartient désormais à toutes les générations. On voit des enfants, des personnes âgées, des commerçants, tous impliqués dans la collecte et l'enfouissement des fruits. Au cœur des ateliers, les femmes transforment la perte en ressources. Hier, les fruits invendus finissaient à la décharge. Aujourd'hui, elles les recueillent, les enterrent, puis vendent le compost, et, avec lui, leur savoir-faire. Ce travail restaure la dignité, apporte un revenu, suscite une fierté partagée. Les enfants, eux, apprennent à me planter de l'eau. Par des jeux et des ateliers scolaires, ils découvrent le cycle du vivant, deviennent dès l'enfance gardiens de la terre. Les écoles intègrent désormais des modules d'agroécologie et des concours de compostage créatif voient le jour. Les techniques progressent, se précisent. On améliore le compostage, on introduit le biochar, on tente des mélanges avec des épluchures de mangue et des tiges de mil. Les résultats se lisent dans le sol. La matière organique augmente, la rétention d'humidité s'améliore, les rendements remontent. Dans certaines régions, on parle déjà de 20% d'économie sur les coûts d'engrais et d'eau. Ces gains sont réinvestis dans l'école, la pharmacie communautaire, les bourses pour les filles. Les familles racontent qu'elles mangent désormais 3 repas au lieu de 2, et que les enfants tombent moins malades. Mais l'impact dépasse largement les chiffres. Le modèle se diffuse au-delà des frontières. Des délégations venues du Niger, du Tchad, du Sénégal, viennent observer, s'inspirer, adapter la méthode à leurs propres défis. Ce qui semblait absurde devient source d'émulation, d'orgueil retrouvé. Face aux tempêtes de sable et à l'insécurité alimentaire, la résignation recule, remplacée par un sentiment de puissance partagée. Des réseaux s'organisent pour échanger des astuces et des forums en ligne surgissent, où l'on partage photos, conseils et succès. Les obstacles demeurent, sécheresse imprévisible, attaques de parasites, défis logistiques. Pourtant, l'esprit a changé. On ne subit plus la résilience, on la construit, pierre après pierre, pastèque après pastèque. Passer à côté de cette dynamique, c'est risquer de rester pris au piège d'un système qui prospère sur la dépendance. Ici, chaque initiative, même infime, devient une déclaration d'indépendance. Un jeune agriculteur résume « Ce n'est pas la pastèque qui change tout, c'est notre regard sur nous-mêmes. » Mais que subsiste-t-il lorsque la polémique s'apaise, que les sarcasmes s'effacent et que les pousses vertes gagnent du terrain? Le Burkina Faso a ouvert une brèche. Là où d'autres voient du gaspillage, une génération ose réinventer l'avenir. On se rappelle l'exemple du Niger et de la régénération naturelle assistée, où la replantation d'arbres a transformé la région de Maradi, ou encore le Kenya, où les femmes du mouvement Green Belt ont reboisé des collines entières à la force de leurs bras. Et si tout l'avenir d'un continent se jouait dans un fruit enfoui sous la terre? Cette image presque irréelle de 100 tonnes de pastèques confiées aux entrailles du Sahel n'est plus le symbole d'un gaspillage. C'est la preuve d'un basculement, d'un refus de la résignation, d'un acte de rupture face à ceux qui rient ou méprisent. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait. Le Burkina Faso a osé. Il a échappé à la logique imposée, a choisi l'audace plutôt que la soumission. Enterrer des pastèques dans une terre assoiffée, alors que la faim menace, n'est pas folie. C'est transformer une contrainte en opportunité, un déchet en graine d'autonomie.
Chaque fruit enfoui, c'est une page d'histoire récupérée, un morceau de destin arraché à ceux qui écrivaient les règles à distance. L'histoire regorge de ces gestes qui, d'abord ridiculisés, sont ensuite imités. Pensons à la ceinture verte de Dakar ou au jardin sur les toits du Caire. Car ce geste dépasse l'agriculture. Il affirme la souveraineté. Il dit non à l'humiliation, non à la dépendance chronique, non aux solutions importées à prix d'or. Il prouve que l'on peut créer, innover, là où l'on attendait la soumission. Rater ce moment, ce serait laisser une fois encore les autres dicter le récit, accorder la victoire à ceux qui exploitent plutôt qu'à ceux qui inventent. Les livres d'histoire retiendront peut-être ce projet comme le début d'une nouvelle ère, celle de l'agriculture régénérative africaine. Derrière la pastèque, il y a une dynamique nouvelle. Le Burkina Faso n'a pas seulement caché un fruit, il enterre la fatalité, il plante la graine d'une imagination collective renouvelée. Si un fruit promis à la pourriture devient levier de renaissance, alors tout devient possible. La souveraineté commence là où l'on ose défier les moqueries, expérimenter et cultiver l'espoir sous un soleil implacable. C'est à la portée de tous. Il suffit d'un geste, d'une poignée de terre, d'un peu de courage partagé. La vraie moisson, ce n'est pas seulement la terre régénérée, c'est la dignité retrouvée. C'est la capacité de dire non à la dépendance, de refuser l'humiliation, de transformer la crise en tremplin. Ce geste collectif fait du Burkina Faso un laboratoire d'avenir en plein cœur du Sahel. D'autres pays suivront-ils? Les regards sont tournés vers le Niger, le Mali, le Ghana. L'Afrique de demain s'écrit peut-être aujourd'hui, dans le secret d'un champ, au détour d'une pastèque enfouie. Aujourd'hui, la boucle se referme. Le geste moqué hier force désormais le respect. Mais l'attention demeure, car le choix est devant chacun. Rester prisonnier du regard extérieur, ou écrire enfin sa propre histoire, laisser la peur gagner, ou miser sur le courage d'agir ensemble. Et si la prochaine révolution naissait d'un geste si simple, d'un fruit oublié, d'une poignée de femmes et d'hommes décidés à briser les chaînes? Le choix appartient à chacune, à chacun. À vous peut-être, qui tenez une pastèque entre vos mains pour la première fois, en songeant à tout ce qu'elle peut